Chers camarades, bonsoir. En 1965, l'URSS terrorise l'Occident. Nous allons voir comment et dans quel contexte. Moteur. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Nous sommes en pleine guerre froide. Une longue épreuve de force s'est engagée au lendemain de la capitulation de l'Allemagne nazie. Progressivement, les États-Unis et l'URSS se construisent leur zone d'influence et divisent le monde en deux camps antagonistes. Il ne s'agit pas d'une affaire américano-soviétique, mais bien d'un conflit global. Et si les principaux acteurs ne s'affrontent pas directement, ils vont mener à plusieurs reprises le monde au bord de la guerre atomique. Seule la dissuasion nucléaire empêche l'affrontement. Et paradoxalement, cet équilibre de la terreur stimule la course à l'armement. Et nous allons voir pourquoi. Pourtant, à la mort de Staline, en 1953, tout s'annonçait bien. Ses successeurs se montraient plus conciliants envers les Occidentaux. Tant bien même qu'à partir de 1955, Nikita Khrouchtchev, alors premier secrétaire du Parti communiste, tente de développer une coexistence pacifique. Il veut profiter de ce nouveau climat de paix pour ramener la rivalité qui oppose l'Union soviétique aux Américains au seul domaine idéologique et économique. Ainsi, les Soviétiques signent un accord de neutralité avec l'Autriche, qui sera une des seules régions en Europe occupées où l'armée rouge accepte de se retirer. On pourrait aussi parler de l'esprit de Genève. Les chefs des gouvernements des 4 grandes puissances, États-Unis, Royaume-Uni, France et URSS, se rencontrent pour la première fois depuis la fin de la guerre pour parler, entre autres, de sécurité et de désarmement. Et si aucun accord n'est trouvé, la réunion se termine dans un climat de détente. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Genève. Mais dans ce climat, et un peu aussi à cause de la politique de déstalinisation lancée par Khrouchtchev, les populations de plusieurs États satellites essaient de se libérer du joug soviétique. Avec la répression de l'insurrection hongroise et celle de l'Allemagne de l'Est, le climat se refroidit à nouveau. Et malgré leur avance dans le domaine nucléaire, les Américains ne détiennent plus le monopole de l'arme atomique. Ils doivent tenir compte des progrès technologiques de l'Union soviétique qui en 1949 s'est dotée de la bombe A, puis en 1953 de la bombe H. Jusqu'à la fin des années 50, les deux parties ne disposaient que de missiles de moyenne portée. Les Américains déploient leurs missiles nucléaires en Europe, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, mais aussi en Turquie. Et on se rend vite compte du déséquilibre. Le temps d'approche d'un missile nucléaire sur Moscou n'est que de 10 minutes. Si une guerre nucléaire avait commencé, Moscou n'aurait simplement pas eu le temps de répondre. D'autant plus que les villes américaines étaient hors de portée. Le principe de dissuasion nucléaire repose essentiellement sur la capacité de seconde frappe. Si celle-ci ne peut avoir lieu, cela ne fonctionne plus. Il fallait répondre. On peut noter deux choses. La première, c'est que le programme nucléaire soviétique est en retard par rapport à celui des Américains, tant sur la puissance des bombes que sur leur portée. Et le deuxième, plus global, c'est le nombre limité d'armes nucléaires à disposition par rapport aux Américains. Les Soviétiques s'engouffrent dans la course, et nous passons rapidement, des deux côtés d'ailleurs, de moyenne à longue portée.
Si cette avancée permet aux soviétiques d'avoir les villes américaines à portée, le temps d'approche n'est pas le même. Loin de là. Avantage aux Américains. À cette époque, l'Union soviétique ne peut pas encore compter sur sa flotte de sous-marins pour contrebalancer l'équilibre. La portée des missiles lancés depuis leurs sous-marins n'excède pas 1400 km. De fait, l'URSS se trouve toujours en position de faiblesse par rapport aux Américains. Il va falloir régler ce problème, et l'Union soviétique va s'y attacher. D'abord en développant la bombe la plus puissante jamais créée dans l'histoire de l'humanité, la bombe Tsar. Plus de détails par là. Cette bombe sera testée en octobre 1961, et personne ne pourra ignorer ce test, pas même les Américains. L'onde de choc fera 3 fois le tour de la Terre, et l'éclair de l'explosion sera visible à plus de 1000 km. La puissance de la bombe est estimée par les Américains à 57 mégatonnes, soit 23 fois la puissance libérée par l'ensemble des explosifs largués sur l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, ou l'équivalent de 4000 bombes atomiques du type de celles larguées sur Hiroshima. Si les Soviétiques n'ont pas encore rattrapé leur retard en termes de nombre d'ogives, ils ont pris de court les Américains. Sur la portée des missiles, les Soviétiques, comme les Américains d'ailleurs, se lancent dans le développement de missiles balistiques intercontinentaux. Et le retard des Soviétiques dans le domaine du nucléaire va se transformer en avantage stratégique. En effet, les ogives nucléaires soviétiques sont plus lourdes et plus grosses que leur équivalente américaine. Pour leur programme de missiles intercontinentaux, les Soviétiques sont obligés de développer des lanceurs plus robustes. Ainsi, le lanceur R-7 Semyorka a une plus grande capacité d'emport que les premiers ICBM américains. Lorsqu'il est utilisé comme lanceur spatial, cette particularité donne aux Soviétiques un avantage compétitif significatif. Un nouveau site de lancement est créé pour ce programme à Baïkonour, au Kazakhstan. En parallèle, en octobre 1962, les Soviétiques profitent de l'échec américain à renverser Castro pour conclure une alliance avec Cuba. En stationnant leurs missiles à Cuba, l'Union soviétique rétablirait sa capacité de seconde frappe. Si en pratique les Soviétiques n'ont pas pu positionner leurs missiles à Cuba, les deux parties trouvent un compromis. Les Américains retireront leurs fusées de Turquie et d'Italie, s'interdiront de tenter à nouveau d'envahir Cuba. Et en échange de cela, les bateaux soviétiques transportant les missiles devront rebrousser chemin. Retour à la case départ. Les Américains retrouvent l'avantage, même si la menace s'amoindrit pour les Soviétiques. Moscou reste à portée d'un grand nombre de missiles américains. Mais cela ne s'arrête pas là. Si la crise des missiles de Cuba a terrorisé les Occidentaux, il s'agissait d'une situation à un instant T. Et nous sommes passés à 2 doigts d'une catastrophe. Que se passerait-il si cette situation s'étendait dans la durée ? En 1965, lors de la parade militaire célébrant le 20e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, devant des tribunes remplies de spectateurs, passent des missiles géants à ogives nucléaires. Les commentateurs lisent un texte préparé à l'avance. Le défilé d'une puissance de combat impressionnante est couronné par des missiles orbitaux géants. Leur service est entièrement automatisé. Il n'y a pas de limite de portée pour de tels missiles. Et le principe était simple. Lancer un missile avec une ogive nucléaire en orbite, et si nécessaire, envoyer un signal pour déclencher le bombardement. Eh oui, souvenez-vous, le retard technologique soviétique dans le domaine du nucléaire leur avait donné un avantage non négligeable dans le domaine spatial, permettant aux soviétiques d'envoyer le premier satellite artificiel en orbite dès 1957. Et si ce premier satellite disposait d'émetteurs radio assez puissants pour être captés par des radios amateurs, c'était très ludique, il était tout à fait possible, 10 ans plus tard, que les Soviétiques aient réussi à mettre en orbite des ogives nucléaires. Ces armes gigantesques ont immédiatement fait la une de la presse étrangère. Et à l'époque, il était très difficile d'évaluer le potentiel de l'armée soviétique. Toutes les armes les plus puissantes étaient stockées dans des hangars souterrains. Et il était impossible de les voir à partir des satellites espions. Le seul moyen d'espionner, c'était lors des défilés militaires, quand les principales réalisations de l'industrie militaire étaient montrées sur la place rouge. Khrouchtchev déclarait alors « Avec la présence du missile global, les systèmes d'alerte ont perdu tout leur sens. Ces missiles ne peuvent être détectés à temps afin de préparer certaines mesures visant à les intercepter.
Bon, un signal radio qui vous passe au-dessus de la tête, ça va encore. Mais une bombe atomique, en orbite. Plusieurs, potentiellement aussi puissantes que la bombe tsar. Les soviétiques avaient sans aucun doute réussi leur coup. En 1968, après 3 ans de négociations, Washington accepte de signer conjointement avec les soviétiques le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Au fait, tout ça, c'était du bluff. Au moment même où passaient ces missiles sur la place rouge, le bureau d'études soviétique en charge de ce programme n'avait pas encore commencé à travailler sur le sujet. Ces missiles n'existaient tout simplement pas. Mais alors, qu'a-t-on vu passer sur la place rouge? Des maquettes? Des très grosses maquettes. Cet épisode de la guerre froide ne vous rappelle rien? Suivez mon regard vers l'ouest. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas le pouce bleu, lâchez un commentaire, ça fait super plaisir, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!